Bienvenue sur Les Grandes Épopées. Je m'appelle Jafar et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes inspirants et expérimentés pour décortiquer les moments clés de périodes révolues de leur vie professionnelle. Grâce à la liberté de ton et à la prise de recul permise par ce format, chacun de vous peut repartir avec des apprentissages concrets pour nourrir sa propre épopée professionnelle. Dans cette deuxième partie, Jean-Marie Ravier revient sur les enjeux d'équilibre pro et perso dans une carrière exigeante. Il détaille son approche lorsqu'il a repris une entreprise à 51 ans, faute de trouver un nouveau rôle de DG. Nous abordons aussi sa philosophie de management en tant que dirigeant et propriétaire d'une entreprise industrielle, dans un domaine qui lui était jusque-là inconnu. Je vous laisse maintenant avec Jean-Marie pour la suite et fin de notre échange. Donc là, on est en 1985. Du coup, tu deviens à 35 ans directeur d'une usine de 300 personnes. Dans un contexte un peu particulier, je veux bien que tu nous présentes rapidement le contexte dans lequel tu arrives. Ce qui est intéressant aussi par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, c'est que tu sors pour la première fois du coup d'un grand groupe pour commencer cette phase de ton aventure professionnelle, ce chemin vers la direction d'une usine. Je veux bien t'entendre là-dessus, sur le contexte d'abord, et puis comment est-ce que tu vis Alors, le contexte, ce qui avait séduit mon chasseur de tête, là, c'est que j'avais réduit les effectifs chez Renault au service qualité. Et ça, c'était considéré comme un prodige extraordinaire, parce qu'à l'usine du Mans, réduire les effectifs, il fallait être un surhomme pour y arriver. En fait, ça s'était très bien passé. Le service du personnel chez Renault avait bien fait les choses. Les types qu'on avait enlevés de mon service, ils étaient tout de suite partis sur d'autres boulots qui étaient largement aussi intéressants, donc il n'y avait pas eu de souci. Et le contexte de l'usine à Amboise, là où j'arrivais, c'était de réduire les effectifs aussi. Et il y avait 300 personnes, mais ils gagnaient pas beaucoup de sous et il fallait réduire à 250. Bon, j'ai vachement bien réussi parce que quand je suis parti 4 ans après, on était 700. Mais avec une petite différence, c'est qu'on gagnait chaque mois ce qu'ils gagnaient en une année quand je suis arrivé. Et en fait, ça n'a pas été trop compliqué parce que j'ai remplacé 2 personnes. Et d'ailleurs, le poste suivant, c'est pareil, j'ai aussi remplacé 2 personnes. Il y en a un, c'était un gars qui était sorti du terrain, sorti du rang, très expérimenté, très bonne relation avec les gens. Et puis l'autre, c'était un centralien. Et puis lui, par contre, il était un peu sur une autre planète, sur la théorie, mais bon. Et en fait, il se neutralisait l'un l'autre. D'accord. Et donc, j'ai remplacé 2 personnes, donc j'étais quand même nettement moins cher, même si j'étais très bien payé que les 2 réunis. Et en plus, évidemment, bien plus efficace, puisque il n'y avait pas de contradiction dans les orientations. Et alors, en plus, c'était un groupe américain et qui avait des usines qui étaient des usines sœurs, parce qu'elles faisaient toutes le même métier, dans tous les pays d'Europe. Et là, moi, j'ai toujours adoré voyager. Quand j'étais sur Renault, j'avais fait un voyage d'études aux États-Unis, etc. Ce qui était rarissime, on n'envoyait pas les cadres de chez Renault, surtout les jeunes cadres, faire un voyage d'une semaine aux États-Unis au frais de la princesse, comme ça, c'était rarissime. Donc, et là, il y avait des usines dans tous les pays d'Europe. Donc j'ai commencé par un stage d'1 mois et demi en Italie, près de Gênes, et puis après, contact avec les Espagnols, contact avec les Belges, contact avec les Anglais, contact avec les Suédois. Comme je suis assez à l'aise en anglais, assez vite, j'arrivais à avoir des bonnes idées à droite à gauche. Et en fait, finalement, j'ai fait un peu la synthèse de toutes les bonnes idées, toutes les usines du groupe. Et ça, déjà, ça nous a bien aidés. On revient aux oreilles. Voilà, on revient aux oreilles. Et on a fait ce que j'avais un peu imaginé chez Renault, c'était déplacer les machines pour ne plus avoir une organisation par machine homogène, mais par ligne de produit. Et on a fait ça, et là, il y a eu un boost d'efficacité hallucinant. Donc, tu es vraiment sur une trajectoire très, très sympa. On a récupéré des marchés à l'exportation, on a vendu aux Allemands des tubes, on n'aurait jamais cru. Bosch nous a acheté des kilomètres de tubes chaque semaine, parce qu'on avait une organisation qualité qui tenait la route. Là aussi, ce que j'avais appris chez Renault en termes de qualité m'a beaucoup servi. Le SPC, les contrôles de process par statistique, super efficace. Donc, trajectoire de succès extrêmement bon. Et là, quand on t'entend comme ça, on se dit, en fait, tu fais plus que le job, parce que de toute façon, le job, il a évolué, le contexte évoluant, j'imagine que tes objectifs ont évolué. C'est quoi l'étape d'après, en fait, quand on fait ça? C'est une bonne question, parce que c'est sur l'étape d'après que le truc a coincé, parce que j'avais un PDG avec lequel je m'entendais très bien, qui avait 2 ans de plus que moi. Donc,
je risquais d'attendre un petit moment avant de prendre sa suite, et c'était la seule évolution possible, c'était de me retrouver à la place du PDG. Donc, au bout de 4 ans et demi, là aussi, chasseur de tête qui commençait à tourner en rond parce qu'il voyait que ça faisait 4 ans et demi que j'étais là. Et voilà, on m'a proposé un job, là aussi, non refusable, parce que là, c'était pas directeur d'usine, là, c'était carrément PDG d'une boîte. PDG à 40 ans, je trouvais ça sympa. Donc, finalement, j'en rigolais madame, alors ils n'étaient pas contents du tout. Parce que là aussi, ils avaient vu le boulot que j'avais fait, ils m'avaient dit ah, non, on a besoin de vous, nanana. Alors ils m'ont emmené en Angleterre, etc., voir le grand patron de la division, truc, machin. Bon, très gentil, mais c'est pareil, j'avais déjà signé avec les autres. Puis ils avaient rien à te proposer. Non, en fait, ils m'ont donné des paroles rassurantes en me disant oui, vous êtes très bon, nanana. Mais en définitive, j'étais toujours avec le PDG au-dessus qui avait 2 ans de plus que moi, avec lequel je m'entendais très bien d'ailleurs. Mais bon, voilà, pas vraiment d'évolution possible. Donc, et c'est là que je me suis trouvé embauché par le fameux patriarche qui était complètement séduit par le fait que j'avais fait mon service militaire en tant que 2e classe. Et Hubert Cronbach, là, je vais vraiment taper dans l'œil. Et alors là aussi, j'ai remplacé 2 frères à qui Hubert Cronbach avait racheté la boîte. D'accord. Là, pour le coup, c'est une boîte qui marchait très très bien. Et alors, j'avais une rémunération d'enfer avec un intéressement sur le résultat. Enfin bon, c'était parfait. Je me suis trouvé installé à Saint-Malo, qui est une ville que j'adore. On était toujours dans l'ambiance automobile. Donc, c'était parfait sous tout rapport. Ma femme, qui a toujours aimé les belles maisons, avait trouvé une malouinière qu'on a achetée. C'était le paradis. Elle avait des petits problèmes de fertilité, mais on a réussi à adopter à ce moment-là un petit garçon, qui est mon fils Charles, là, qui était le bonheur total. Mais, il y a un gros mais, c'est que je bossais comme un fou. Je remplaçais 2 personnes. Donc j'étais à la fois directeur commercial, directeur industriel, directeur financier. Enfin, je faisais tout à la fois. Ça me gêne pas parce que je suis très rapide, hein, et j'arrivais à tout faire. Mais par contre, les journées étaient un peu longues et puis j'étais quand même souvent pas là. Donc, voilà, mauvais équilibre, vie professionnelle, vie privée, et ça s'est terminé par un divorce. Pour revenir là-dessus, parce que là, c'est entre guillemets la fin de l'histoire. Je précise qu'on en a parlé avant et que tu es à l'aise avec le sujet. À quel moment on réalise ce qui se passe? Parce que là, c'est la fin. Il y a une décision qui est prise et du coup, il y a ce divorce. C'est quoi la relecture que tu en fais? Alors, il y a 2 choses. J'ai un esprit un petit peu cartésien, hein, comme tous les ingénieurs, et je me suis dit, bon, on a une très très belle maison, on a un fils qui vient d'arriver, il est arrivé bébé, il était adorable, bon. Au niveau matériel, tout allait bien, je me suis dit, ben, tout va bien, quoi. Tous les voyants sont ouverts. Donc j'ai pas du tout vu venir cette déprime latente qu'avait ma femme, qui se retrouvait toute seule à longueur de temps. Quand j'arrivais, j'étais crevé, etc. Donc j'ai pas vu venir, c'est clair. Surtout à l'époque, on parlait pas trop de ces histoires d'équilibre, vie professionnelle, vie personnelle. On en parle beaucoup plus maintenant. C'est pas facile à gérer parce que forcément on se passionne pour le boulot, surtout quand ta boîte marche bien, on est avec des clients avec lesquels on a des bonnes relations parce qu'on a des passions communes, etc. On se fait bouffer. Et on ne sait pas fixer la limite. On ne sait pas dire, bon, il est 7 heures du soir, il faut que je rentre à la maison. Non. J'habitais à 5 minutes de mon boulot. Je sortais du boulot à 8h30 quand même, et j'arrivais à 8h35 à la maison, mais 8h35 c'était trop tard, quoi. Mais ça, on ne sait pas gérer ça. Et là, ça, c'est quand même un message fort qu'il faut donner aux gens qui ont des boulots passionnants. C'est qu'il ne faut pas qu'ils oublient que la personne avec qui ils vivent a besoin qu'on l'aide et qu'on participe à un certain nombre de choses. Et voilà, faut pas négliger ce côté-là. Et c'est des choses sur lesquelles tu as après changé de posture pour la suite, parce que là, tu n'es pas au bout de ta carrière, tu es encore ensuite dans des rôles de direction. Que c'est des choses qui ont une influence à court terme, ou c'est plutôt là aujourd'hui, avec le recul de ta carrière, on va dire, globalement révolue, que tu penses ça? Dans la boîte suivante où j'étais, alors j'ai refait ma vie puisque j'ai quitté cette entreprise à 50 ans, enfin on va en reparler. Donc j'ai changé de ville, j'ai changé d'activité parce que je suis sorti de l'automobile, je suis arrivé dans un monde que je connaissais pas du tout. Et puis j'ai changé de femme aussi parce que c'est là que j'ai trouvé
ma femme actuelle et on a eu un bébé très vite. Et là, effectivement, j'ai quand même essayé d'avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, même s'il y avait toujours beaucoup de déplacements, beaucoup de choses comme ça. Mais ça, les déplacements, quand on est patron d'une PME, et surtout si on s'attache à beaucoup exporter, à avoir beaucoup de contacts avec les clients, à beaucoup les écouter, bon, forcément, on peut pas rester dans son bureau 9 heures du matin, 6 heures du soir, toutes les semaines, hein, c'est pas possible. Donc, mais c'est sûr que là, j'ai fait un peu plus attention. T'as un truc là-dessus, parce que je te parlais d'un exemple moi qui m'a marqué, une personne avec qui j'ai pas mal travaillé, qui m'expliquait que sa méthode pour justement s'assurer qu'il y a toujours un moment de qualité, c'est une fois par mois, ils font une soirée qui est bloquée dans l'agenda, et qui est une soirée où en fait, on va dire ils alternent, une fois c'est l'un dans le couple et une fois c'est l'autre qui organise cette soirée, l'autre n'est pas au courant de ce qui va se passer, et en fait c'est vraiment ce moment-là qui est dédié. Finalement c'est pas tant que ça en termes d'investissement, parce que c'est une fois par mois, c'est une fois tous les 2 mois du coup en termes d'investissement pour organiser, et c'est non négociable, c'est dans l'agenda, c'est bloqué, et j'aimais cette idée, enfin moi j'ai Alors, c'est trouvé... une super idée, hein. Ouais. C'est une super idée. C'est sûr que il faut réserver un domaine réservé, j'aimerais dire, hein. Et pas se dire que belle maison, gamin adorable, pas de problème d'argent, ça suffit. Non, faut partager des choses, faut avoir des projets en commun, et ça j'ai pas du tout su faire. Bah déjà un grand merci de le témoigner à ce micro, parce que je pense que tu vois, ta génération, c'est encore plus fort de l'entendre, en tout cas moi je le vis comme ça, parce que nous aujourd'hui, enfin moi j'ai 33 ans, les choses fonctionnent très différemment, comme tu le dis, ces sujets-là sont très souvent abordés, la vie perso, vie pro, et puis parfois on se dit bon bah avant c'était différent, et en réalité oui il y avait des différences, mais il y a quand même des fois où on se dit ok, avec le recul il y a des choses qu'on oublie de regarder. Je pense notamment à cette étude très connue de Harvard, où ils ont suivi la vie de gens sur, je sais pas, 60 ans, et qui réalisent à la fin, sur leur lit de mort, ils leur posent la question qu'est-ce que vous avez retenu de votre vie, et ce qui revient, c'est pas la belle maison, la belle boîte, c'est finalement les gens, quoi, les relations, c'est ça qui reste finalement. Ouais. Donc voilà, je trouve ça, en tout cas moi de mon côté, je te remercie de faire passer ce message-là. Je suis convaincu que tu n'es pas le seul à le penser. Ah non, mais ça, c'est un problème qu'on rencontre très très souvent, hein, c'est que les gens ont des boulots passionnants, beaucoup de responsabilités, etc. Ils se laissent bouffer par ce boulot passionnant parce qu'ils y trouvent leur compte. Personnellement, ils y trouvent leur compte, hein. Si c'est passionnant, on y trouve son compte. Mais par contre, la personne avec qui ils vivent, ils trouvent pas du tout son compte. Je fais la transition avec, t'en as un peu déjà parlé, ce moment en fait où donc il y a ce cycle qui se passe bien professionnellement, qui se termine pas forcément très bien, mais on n'est pas obligé forcément de rentrer dans les détails, mais à ce moment-là, tu as 50 ans. Et donc là, tu dois retrouver un job à 50 ans. J'aime bien que tu m'expliques, parce que c'est un sujet qui revient très souvent, cette question de, à partir d'un certain âge en France, c'est dur de retrouver un job. C'est pas dur, c'est impossible. J'ai une cousine issue de Germaine qui est patronne d'un cabinet de chasseurs de tête. Et justement, quand je me suis retrouvé fin 99 au chômage, j'ai été la voir évidemment. Et elle m'a dit, Jean-Marie, il n'y a pas de solution, il y en a une. Il faut que tu reprennes une boîte. Alors que j'avais quand même quelques pistes, mais alors c'était toujours des trucs plus ou moins pourris, management de transition, des trucs comme ça, enfin des trucs. En tout cas, toi, ça te parlait pas. C'était pas idiot le management de transition. Il y a pas mal de centraliens qui ont bien réussi dans le management de transition, mais c'est des boulots dingues, quoi. On bosse 18 heures par jour dans des boîtes qui sont dans une merde noire. Bon. Puis c'était pas. Il y avait des possibilités, mais c'était pas garanti, quoi. Donc je me suis mis en chasse pour reprendre une boîte. Et à 50 ans, on a heureusement un peu d'expérience. Donc pour faire le diagnostic des boîtes qu'on voit, c'est pas trop compliqué, c'est très chronophage. Et moi, il m'a fallu 15 mois quand même pour trouver un dossier qui tenait à peu près la route. Mais par contre, c'est la loterie, parce que là, j'ai dû sortir de mon domaine de prédilection de l'automobile, où j'avais fait toutes les années jusque-là, et aller dans un secteur que je connaissais pas du tout. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'on n'est pas étalonné par rapport à ce secteur-là. Le cédant, évidemment, vous dit que tout est parfait, et même monts et merveilles. Et puis, en fait, ça peut être... Bon, en fait, j'ai eu de la chance. Le type était honnête. Il m'a pas trop déformé la réalité. Et juste par rapport à ça, et désolé, je te coupe, mais
Qu'est-ce qui explique, pour donner un peu de contexte, le fait que tu ne trouves pas finalement dans ton domaine? Parce que logiquement, on se dirait, bon, bah, il va qualifier des entreprises dans le milieu de l'automobile, il y en a bien une en fait qui va correspondre. Il semblerait que ce soit pas le cas. Alors c'est très simple, c'est que j'avais pas de fortune personnelle, j'avais pas beaucoup de capitaux, donc je pouvais pas acheter une entreprise relativement dimensionnée. C'était forcément une PME entre 50 et 100 personnes, grand maxi. Et dans ce domaine-là, dans le domaine de l'automobile, on était dans la grande époque des délocalisations. D'accord. Donc les boîtes étaient dans une mer de noir parce qu'il y avait des concurrents, soit dans les pays de l'Est, soit en Asie, qui faisaient la même chose pour 50% moins cher. Donc tous les dossiers que j'ai vus étaient extrêmement vulnérables à ce niveau-là. Comme j'avais une bonne culture automobile, je pouvais apprécier assez facilement. Évidemment, je faisais partie de la Société des ingénieurs automobiles, je faisais partie du groupe des centrales d'automobile. Donc j'avais de multiples façons De qualifier en fait. de qualifier les dossiers que je voyais, et il n'y avait pas un dossier qui était relativement sain. C'était toujours très vulnérable. Donc c'est pour ça qu'à la fin, j'ai dû prendre dans un autre secteur. On n'a pas beaucoup de choix, hein. Mais encore, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un ingénieur des mines qui avait fait son métier justement de trouver des dossiers d'entreprise à reprendre, et qui avait fait une présentation de ce dossier qui était tout à fait remarquable, y compris le financement avec les banquiers, les capitaux risqués, etc. Donc il m'a donné le truc clairement. Alors il a gagné beaucoup d'argent parce qu'au passage, il s'est palpé une commission de 5%, mais S'il a bien fait son travail. c'était bien mérité parce qu'il avait remarquablement fait son travail, et Mm. non, c'était très bien fait. Donc 50 ans, tu reprends une entreprise dans un domaine que tu ne connais pas. Comment est-ce qu'on débarque dans un domaine qu'on ne connaît pas? T'es le boss, enfin c'est ta boîte. En fait. Je suis curieux de comprendre les premières semaines, les premiers jours, quelle Alors, posture t'adoptes. quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a 4 phases, et je crois que c'est relativement général. Dans une première phase, on croit qu'on est bon et on est mauvais. Ok. Comme on n'est pas idiot, au bout d'un certain temps, on se rend compte qu'on n'est pas bon. Donc ça, c'est la deuxième phase. On n'est pas bon et on est effectivement toujours mauvais. La troisième phase, comme on n'est pas trop con, on commence à être un peu mieux, mais on est toujours mauvais. Et dans la quatrième phase, mais les 4 phases mises bout à bout, ça peut prendre 1 an et demi ou 2 ans, on commence à être vraiment bon et effectivement, on est bon. Mais l'apprentissage est quand même extrêmement long. Surtout qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours très coopératifs au début parce qu'on leur est passé sur la tête ou je ne sais quoi. Donc, il y a des pots de banane qui traînent. Donc, il faut être extrêmement attentif. Il faut être hyper à l'écoute. Mais sauf que être à l'écoute dans un domaine qu'on ne connaît pas, en fait, on n'entend rien. On comprend rien. Et ce que je disais au début sur le puzzle, on met un temps fou à mettre des pièces les unes avec les autres et à avoir l'image complète du truc. Et là, pour y arriver, c'est toujours pareil, c'est les oreilles. Il faut travailler avec les oreilles, il faut aller voir les clients, il faut aller voir les concurrents, il faut aller voir les fournisseurs, il faut aller voir les banquiers. Et au bout d'un moment qui est long, on a à peu près une image correcte de ce qui se passe. Mais pendant toute cette phase d'apprentissage, on est extrêmement vulnérable. Mais du coup, ça veut dire que ce moment-là, qui est clé, en fait, toi, tu t'es mis dans une posture où tu as admis que tu ne savais pas. C'est ça? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu parlais aux gens en disant, ben, viens avec moi, en fait, je t'emmène avec moi, tu es directeur commercial, c'est toi qui sais, moi je sais pas, mais c'est moi qui vais devoir prendre à un moment donné un certain nombre de décisions. Donc, j'admets que je ne sais pas, et c'est comme ça qu'en fait, je vais réussir à vraiment être dans la bonne posture des Tout à fait ça. L'homme clé, c'était le directeur commercial. On a été voir des clients ensemble, on a été voir des salons ensemble, on a mis en place des salons. Les salons, c'est très instructif. Hein, quand on voit les concurrents, quand on voit les clients, on apprend énormément de choses très vite. Mais en dehors des salons, il faut aller voir des clients. Et puis il faut comprendre des produits, pourquoi nos produits sont différents des autres, qu'est-ce qu'ils ont de plus, qu'est-ce qu'ils ont de moins, benchmarker. J'ai toujours benchmarké dans ma vie. Chez Renault, je benchmarkais. En plus d'Amboise, je benchmarkais. Toujours benchmarker. Ça, c'est un des outils clés. Si on veut vraiment progresser, il faut benchmarker. C'est drôle parce que le concept là dont tu as parlé avec les 4 temps, moi, ça m'évoque un autre qui est assez similaire, qui est au début, sur n'importe quelle compétence, je ne sais pas que je ne sais pas. Puis ensuite, je sais que je ne sais pas. C'est ça. Puis ensuite, je sais pas que je sais.
Parce qu'en fait, Oui. on commence à être bon, mais voilà. Et donc, je suis pas encore en capacité de transmettre parce que voilà. Et après, je sais que je sais. Et donc là, je suis en capacité de transmettre. Et là, il faut du temps pour arriver à cette À cette quatrième phase. quatrième. Et C'est exactement ça. le je ne sais pas que je ne sais pas, c'est le risque de prendre des décisions C'est très dangereux. absurdes. Quand on Ok. dit qu'il faut prendre les premières décisions dans les 100 premiers jours, mais c'est une connerie totale. Surtout si on est dans un secteur qu'on ne connaît pas. Si on est dans un secteur qu'on connaît par cœur, c'est moins con. Encore qu'il faut connaître les gens, il faut connaître. Bon. Mais dans un secteur qu'on ne connaît pas, faire les premières décisions dans les 100 jours, c'est Ouais. suicidaire. Ouais. Suicidaire. Hyper intéressant. Ouais. Bah, ça fait un peu écho aussi à une autre manière que tu avais de fonctionner justement sur la prise de décision. Tu as cette théorie sur la course au large. Julien, peut-être ça connecte, je trouve, avec ce qu'on se dit là. Alors, c'est parce que j'aime bien le bateau. Hein, et je dévorais le bouquin de Tabarly quand il a gagné Solitaire en 64. Et, bon, j'avais vu quelque part qu'il y avait une grosse différence entre les équipages français et les équipages britanniques. L'équipage français, quand il y avait le quart montant qui remplaçait le quart descendant, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils changeaient tous les réglages. Et les mecs qui étaient partis se coucher se disaient « Merde, on était si mauvais que ça pour qu'ils fassent tout le réglage, etc. » Donc il y avait une ambiance un peu conflictuelle entre les quarts dans des bateaux français. Alors que les Britanniques, eux, sont conscients de ce phénomène-là. Et pendant la première demi-heure d'un nouveau quart, on ne touche à rien. Parce que quand on touche à un réglage, des winches, etc., ça fait du bruit et ça énerve les gens qui viennent de se coucher. Donc on touche à rien pendant la première demi-heure. Et après, bon, tout le monde roupille, on peut y aller. Et moi, j'ai été très frappé par ce comportement. Et quand on arrive dans une boîte, dans un premier temps, il faut respecter ce qui a été mis en place par les prédécesseurs, parce qu'ils sont quand même pas complètement cons. Sinon, ils auraient pas été là où ils étaient. Non, mais c'est drôle parce que là, les Britanniques, ils sont juste sympas en fait. Ils veulent pas que les autres copains, mais on va dire c'est l'externalité positive qui découvre en se rendant compte que c'est bien de laisser finalement les réglages sans les bousculer. Et là, ce que tu réalises, c'est que ces réglages, certains sont bons. Ou même parfois ils sont bons, ils ont été mis en place, je sais pas, il y a 6 mois, ils vont donner satisfaction dans 4 mois. Toi, tu arrives pile au milieu, si jamais tu changes, bon, bah, ils donneront jamais satisfaction. Tu laisses quand même le temps, en fait. Voilà. Mais ça demande beaucoup de courage, parce qu'en fait, là, tu arrives, c'est ta boîte. Il y a quand même cet élan du fondateur, de celui qui veut imprimer sa patte et qui a envie que ça marche. Dire, tu dois te battre contre ça, ou c'était assez naturel pour toi de... Bah, en fait, j'ai pas complètement respecté ça et je l'ai payé très cher. Ok. Quand j'ai repris cette boîte, elle avait un carnet de commandes plantureux. Or, on est dans un secteur où faut respecter les délais de livraison qu'on annonce. Et avec le carnet de commandes qu'on avait, on était complètement dans les choux par rapport au respect des délais. Et je me suis dit, une solution, c'est pas besoin d'avoir fait central pour ça, c'est qu'on prend des intérimaires et comme ça, on va accélérer la sortie des produits. Ça a été la catastrophe. Parce que les produits qu'on fabriquait, et ça je n'ai pas compris tout de suite, nécessitaient une bonne expérience accumulée pour être fabriqués avec la qualité qui allait bien, pour avoir les performances qui allaient bien. D'accord. Or, nos intérimaires, tout ce qu'ils faisaient, il fallait que les autres reprennent derrière, règlent, redéfassent, etc. Donc la productivité a été lamentable, les délais étaient à peine mieux. Et en définitive, la première année, à cause de cette erreur que j'ai faite, on a perdu du fric et nos actionnaires commençaient à paniquer. Mais Ravier, il est mauvais. Il y a un des actionnaires qui voulait me virer, qui a organisé un complot avec l'équipe dirigeante pour essayer de me faire sauter. Pas sympa du tout. Heureusement, je l'ai compris assez vite et j'ai organisé le contre-feu. Mais non, on est vulnérable. On est vulnérable. Et là, j'ai fait une seule connerie, mais j'ai failli perdre la boîte. Quoi. Ça a été un sacré rappel. Ouais. Et s'il n'avait pas pris d'intérimaire, il ne m'avait pas dit pourquoi il ne prenait pas d'intérimaire. Il ne m'avait pas dit que l'expérience accumulée des monteurs de machines était un point fondamental. Ça, il ne me l'a pas dit du tout. Et ça, je pourrais lui reprocher parce qu'il avait 10 fois l'occasion de le dire. Mais c'était un point fondamental. Et ça, j'ai failli payer très très cher. Ouais, donc en fait, tu vois, cette idée, théoriquement, elle est très séduisante, mais elle est très difficile à exécuter. Oui, on est tenté de se dire, le bon sens, c'est de faire comme ça. Et puis, en fait, non, il y a un verrou auquel on n'avait pas pensé et qui fait qu'il ne faut pas faire comme ça. Ok. En fait, la question que je me pose maintenant, c'est vraiment comment est-ce que tu qualifies, parce que j'imagine que là, on parle de décision. Là, tu as fait un pas de côté. C'est une décision a priori ingénieuse, ou en tout cas, voilà. Mais
à ce moment-là, t'en prenais quand même je veux dire, des dizaines par jour, malgré tout. Oui. Donc comment est-ce que tu qualifies la décision J'avais toujours géré comme ça les délais avec des intérimaires. On a un peu plus de boulot, on rend des intérimaires, ça booste la capacité, bon, tout va bien. Bon, j'avais toujours fait comme ça et ça posait pas de problème parce que c'était des fabrications qui s'y prêtaient bien. C'est là où le contexte... Mais là, le contexte avait changé et j'ai pas vu à quel point le contexte avait changé. J'ai cru que monter des machines, c'était pas tellement plus compliqué que de monter des produits que je montais dans des industries précédentes. Mais en fait, l'expérience accumulée des gens était un paramètre totalement incontournable et ça, je l'avais pas du tout vu. Et j'ai failli couler la boîte avec ça, quoi. Et comment est-ce que tu as réussi finalement à réagir? C'est juste à un moment donné, tu as réalisé qu'en fait c'était une mauvaise décision et t'es revenu. Du coup, on a arrêté de travailler avec des intérimaires. Les délais sont redevenus calamiteux, donc ça gueulait de partout parce qu'on ne tenait pas les délais. Mais d'un autre côté, bon, les résultats de la boîte se sont quand même vachement améliorés parce qu'on a arrêté de monter pour démonter, pour remonter, pour redémonter, etc. Et sur ce problème-là, vous avez réussi finalement à trouver une autre solution ou non? C'est resté un problème? Non, c'est le gros drame de ce genre de fabrication de machines spéciales ou d'outillages très spéciaux, c'est que c'est des activités qui sont très cycliques. Donc, il y a des moments où tous les clients commandent en même temps et veulent être livrés tout de suite. Donc là, on a une pointe d'activité, mais on n'est pas capable de prendre du renfort. Donc, les délais s'allongent et ça gueule de partout parce que les délais s'allongent. Et puis après, la conjoncture se casse la gueule. On a eu les subprimes, on a eu des trucs comme ça. Et là, d'un seul coup, plus de commandes. Et là, le personnel, avec l'expérience accumulée, etc., on va surtout pas le réduire. Oui, bien sûr. Parce que la richesse de la boîte, c'est ces gars-là. Donc, les faits variables sont fixes. Et quand on a fait de la gestion, comme moi, ça a été mon cas depuis le début chez Renault, les faits variables qui sont fixes, c'est pas confortable du tout. Donc, quand on reprend des boîtes comme ça, elles ont une croissance qui est forcément lente, parce qu'il faut rentrer les gens très progressivement pour qu'ils puissent acquérir des savoir-faire progressivement. C'est très lent. Et puis, il faut avoir les reins solides pour faire face au ralentissement de conjoncture. Et là, d'ailleurs, les gens à qui j'ai repris la boîte, ils se sont cassés la figure à cause de ça. À qui t'as cédé, tu veux dire? À qui j'ai cédé. Oui. Excuse-moi. Oui. Oui, à qui j'ai cédé. Première chose qu'ils ont faite en arrivant à Anceny, la boîte à l'endroit de la boîte, c'est qu'ils ont acheté une baraque. Et c'est bien d'acheter une maison, mais ils n'avaient plus de base de manœuvre après. Or, moi, ça m'était arrivé plusieurs fois, je leur avais dit, de remettre de la trésorerie dans la boîte perso pour passer les points creux. Mais eux, ils ne pouvaient plus. Moi, je suis locataire ici. Hein, et quand on rachète une boîte, on est locataire de son logement. Hein, ça fait partie du jeu. Mais par contre, s'il faut mettre 100 000 euros sur la table pour faire la trésorerie, j'étais capable de faire. Eux, ils ont été incapables de le faire. Et résultat, ils ont perdu la boîte. Ils ont perdu toute la mise qu'ils ont mise. Ouais, parce que c'est ça qui est dans ce type de problème. Le pattern, c'est... Tu sais qu'il y a le cycle et qu'il y a à un moment donné le contre-cycle. Donc ça, tu le sais, en fait, toi. Et du coup, il y a comment est-ce que tu navigues ces moments quand ça marche bien et comment est-ce que tu capitalises dessus et comment est-ce que tu gères les moments où tu sais que ça va moins bien marcher. Et ce que je comprends, c'est que toi, en fait, ta manière de fonctionner, c'était de te préparer au coup d'après où ça allait moins bien se passer. Alors, en fait, moi, j'avais toujours été dans des biens de consommation, donc l'automobile ou les accessoires automobiles quand j'étais à Saint-Malo. Par contre, la boîte que j'ai rachetée, c'était dans les biens d'équipement. Et j'avais pas du tout imaginé à quel point le contraste entre les phases d'euphorie et les phases de déprime était considérable dans les biens d'équipement. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert un peu sur le terrain. Et c'est clair que ça change beaucoup la manière de gérer la boîte. Il faut effectivement embaucher précautionneusement les renforts quand tout va bien et bien les assimiler, etc. Et puis se garder un bon pied de pilote pour quand la conjoncture se casse la figure, parce que tous les clients se cassent la figure en même temps. Et alors, j'ai quand même essayé de contrecarrer ces cassages de figure en exportant beaucoup. Ok, j'allais te poser la question, c'est quoi les idées un peu que tu as eues ou les apprentissages? Ça a été surtout ça. De toute façon, en fait, toutes les boîtes où j'ai été, que ce soit la boîte américaine, ou que ce soit à Saint-Malo, ou que ce soit la dernière boîte, exportation. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup le contact avec les étrangers, je parle anglais comme français. Et l'exportation, c'est sûr que les cycles dans les pays d'exportation ne sont pas forcément les mêmes. Donc, ça peut donner un bon
bonne garantie. Alors, en particulier, il faut avoir de la chance dans la vie. Pour le développement de l'exportation dans la boîte de Saint-Malo, l'accessoire automobile, j'ai eu du bol parce qu'il y a un type qui est venu me voir à Saint-Malo, complètement Sorti de nulle part. sorti de nulle part, un Anglais qui en fait n'était pas tout à fait anglais, mais qui avait une très jolie voiture. Et voilà, et il m'a dit, voilà, on était en 91, le mur de Berlin venait de tomber, je devrais pouvoir vous implanter en République tchèque. Bon. Mais il ne respectait pas du tout toutes les exigences de la boîte. Les exigences de la boîte, on ne livrait pas des petites quantités, on livrait que des camions complets. Alors je dis, le camion complet, voilà, pour le marché tchèque, il faut prévoir tant et tant. La première commande qui m'a passée, c'était rien, quoi. C'était la commande du petit garage du coin. Okay. Bon, j'avais passé 4 heures avec lui, je me suis dit, ok. Puis je lui ai fait confiance, puis ça a marché du feu de Dieu. Parce qu'il y avait un concurrent qui faisait le même produit que nous sur le marché tchèque, mais qui avait des problèmes de qualité épouvantables. Okay. Donc, on a récupéré tous ces installateurs et les camions complets, il y en avait quasiment un par mois après. Donc, ça a marché du feu du Dieu. Donc là, j'ai eu un coup de bol terrible. Et en plus, il m'a permis de démarrer dans d'autres marchés, en Pologne, en Russie, etc. Donc, et là, il y a eu effectivement un boost de croissance un peu surnaturel. Et alors, j'ai eu le même coup de bol dans la dernière boîte où j'étais. On était en Pologne. Et puis, il y avait un gars qu'on avait rencontré chez un client. Et on s'était dit, ce mec-là, il est vachement bon. Ça serait quand même bien qu'on puisse le rencontrer. Et puis, bon, on se baladait en Pologne. On avait visité un certain nombre de clients potentiels. Puis, à un moment, je dis, tiens, ça serait quand même bien qu'on essaye de le voir. Alors, on lui téléphone, comme ça, impromptu. Et puis, 2 heures après, on était face à face avec lui. Et lui, alors, il nous a donné un coup de turbo incroyable sur le marché polonais, parce qu'il était sur place. Il était très malin, parce qu'il était chez un utilisateur, donc il connaissait très bien les plus et les moins des produits. Et ils vivent encore aujourd'hui, alors qu'on est 10 ans après qu'on les rencontré, ce gars-là, sur le business apporté par... enfin, il vivait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Le business apporté par ce gars-là, qui était un type extrêmement sympa et très pointu techniquement et qui avait toutes les qualités. Donc, de temps en temps, il y a des petits clins d'œil du destin qu'il faut savoir utiliser. Ouais. Et ça, tu me fais une passe décisive parfaite sur une question que j'aime bien poser sur les opportunités. Donc là, il y a eu des opportunités que tu as prises. Est-ce que tu penses à une opportunité que tu as failli laisser passer et justement elle a été déterminante? Typiquement, là, le dernier cas que je dis, si Mais t'as hésité à pas le prendre? Oui, parce qu'on était déjà bien crevés, on avait déjà eu une journée bien remplie, hein, on s'est dit ça serait quand même bien de voir. Ah ouais, mais bon, ça... Et puis on l'a fait, et puis on s'est couché à 2 heures du matin. Mais par contre, c'est ce qui a permis un développement incroyable. Ça veut dire que tu en as eu d'autres des comme ça que tu as laissé passer? Non, pas forcément, parce que j'ai toujours eu tendance à penser que si un truc arrive à portée de main, faut le faire. Okay. Parce qu'il y a une espèce de confiance immanente dans la providence qui fait que, alors ça servira peut-être à rien, hein, mais faut essayer. Okay. C'est ce que les anglo-saxons disent, faut soulever tous les cailloux faut jamais laisser un caillou sans le soulever, quoi. Okay. Je pense que c'est la question d'opportunité. Je trouve que c'est pas toujours évident parce qu'il y a des périodes où il y a aussi le contre-coup qui est dire oui à tout. En fait, souvent, il y a des moments où on dit il faut que tu apprennes à dire non parce que là, sinon, en fait, tu crames en plein vol. Il faut rencontrer le gars. Après, on fait pas. Hein, mais faut rencontrer et puis voilà. Donc c'est oui à voir et puis après on qualifie. Et donc il faut développer une capacité à qualifier rapidement l'opportunité. Exactement. Ah ouais, c'est ça la compétence. Oui, mais là je dirais qu'avec l'expérience, on y arrive. Hein. Okay. On se trompe pas beaucoup. C'est comme sur les embauches des gens. On voit des gens, ils promettent monts et merveilles, mais quelque part on se dit bon, faut pas y aller. Le feeling est quand même important quand on a quelques années de bouteille. On se trompe pas tellement sur les gens. Et inversement, il y a des gens, on se dit tout de suite, ce gars-là, ça va le faire. Et ce gars-là, il faut le prendre, quoi. Très clair. Je voulais revenir sur un élément sur la reprise. C'est un sujet que j'ai d'ailleurs pas beaucoup encore exploré sur les grandes épopées. Ça viendra peut-être. Petit message subliminal à ceux qui s'y ont concernés. Quand tu as repris, ce que tu m'expliquais en préparation de cet épisode, c'est que il y a la manière dont vous l'avez reprise, la boîte. Donc toi, tu es l'actionnaire
principal. Enfin, néanmoins, le management, les gens qui sont juste en dessous de toi, eux aussi sont incentivés, enfin, ils sont impliqués. On a fait ce qu'on appelle un BIMBO, un Buy-in Management Buyout, c'est-à-dire que la première ligne, il y avait 3 gars, le chef d'atelier, directeur technique et le directeur commercial. Ils ont eu 10% du capital. Très clair. Gratos. Mhm. J'aurais donné. Ok. Moi, j'avais 50. Mhm. Et il y avait 2 capitaux risqueurs qui avaient 40 à eux deux. Ok. Voilà. Capitaux risqueurs qui étaient des groupes bancaires, crédits mutuels et caisses d'épargne. Ok. Et ça, en fait, c'était quelque chose que tu as décidé de faire de manière intentionnelle? C'était nécessaire pour pouvoir closer le deal? Alors, les 40% des 2 capitaux risqueurs, c'était dans le dossier que m'avait préparé le fameux ingénieur des mines. Ok. Par contre, les 10% Aux 3? aux 3, ça, c'était ma décision. Parce que pour moi, c'était des hommes clés. Ok. Et je m'assurais de leur continuité de cette façon-là. Et à ce moment-là, pardon, vas-y. Le problème, c'est que la première ligne, c'est des hommes clés, mais il y avait d'autres hommes clés dans l'entreprise. Coup de bol, mon style de management leur a plu et ils sont restés. Et il y en avait beaucoup, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est le savoir-faire accumulé, c'est le point clé dans ce genre de boîte. Hein. Il n'y a que des mecs très pointus et très bons. Par contre, mes successeurs, ils ont eu moins de bol que moi. Il y a un certain nombre d'hommes clés qui sont partis et ça a contribué à leur déconfiture. Outre le fait qu'ils n'avaient pas de masse de manœuvre, de réserve pour faire face au Covid. Oui, c'est toujours multifactoriel, mon temps. Ouais. Et là, ils ont perdu 2 bons hommes très très bons, qui étaient pourtant pas mal payés, mais ils n'ont pas dû faire suffisamment de paternalisme vis-à-vis d'eux. Parce que moi, j'ai soigné vachement. Quoi. Et du coup, pour revenir là-dessus, parce que ça m'intéresse de comprendre à quel point c'était ton intention, parce que là, tu as une intention qui est assez claire, qui est de dire, c'est des personnes clés. Je veux les garder dans la durée. Est-ce que c'était renforcé par le fait que c'était un secteur que tu connaissais pas et tu te disais, en fait, ces gens-là, il faut vraiment que, en gros, le courant, il passe, il n'y a pas de filtre, quoi. Parce que moi, ma compréhension, enfin, ce que je me suis dit après avoir écouté ton témoignage, mais c'est une idée de génie, quand on connaît pas très bien un domaine, de s'assurer que les personnes qui savent vont nous donner 100% de ce qu'ils savent. Et il n'y aura pas de stratégie, parce qu'en fait, eux aussi sont dans le même bateau et ils ont besoin que le truc, il roule, quoi. Est-ce que c'était si intentionnel que ça, ou est-ce que c'est plus une relecture avec le recul? Non, ce que j'ai toujours constaté, c'est que les gens qui sont bons dans leur boulot, même s'ils sont pas très bien payés, même s'il y a une bonne ambiance, un bon état d'esprit, etc., ils restent. Et ça, c'est un atout formidable parce que pour moi, le turnover, s'il y a du turnover, ça peut pas marcher. Dès qu'on commence à avoir du turnover, ça va pas. Et dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, j'ai eu très très peu de turnover. Et j'ai tendance à penser que c'est un peu le style de management paternaliste qui est un peu à l'origine de ça. Il y a ça, après il y a aussi ce que Alors tu as vécu, que toi. dans toutes les boîtes où j'ai travaillé, les gens étaient sous-payés. Mais toi, tu vois, typiquement quand tu étais chez Renault ou même après, quand en fait tu as décidé de partir, t'es parti pas parce que l'ambiance n'était pas bonne, c'est qu'en fait c'était bouché. Ah non, mais à un moment donné, mais il y a aussi. Partir de chez Renault, c'est parce qu'il y avait une opportunité géniale qui était un accélérateur de carrière phénoménal. Et après, partir de la boîte d'Amboise, c'était aussi un accélérateur de carrière phénoménal. Donc, c'était pas refusable. Oui, mais du coup, c'est une performance. Je veux dire, là, si on se pose de ta posture à toi de dirigeant dans ta boîte, la dernière que tu as eue, le fait que les gens restent dans la durée, il y a effectivement ce que tu fais sur la question du management, mais il y a aussi le fait que il n'y a pas d'autres sirènes, entre guillemets, en tout cas, qui ont il n'y a pas des situations comme celle que tu as vécues, quelqu'un qui se sentait en fait bloqué, qui avait une autre opportunité. Si, il y a eu, et ils sont revenus. Ok. Ah, ils sont revenus. Ouais. C'est des boomerangs, gars. Parce qu'on sous-payait, hein, c'est clair. Il y a eu 2 cas où il y a des mecs qui sont partis. Et effectivement, ils ont gagné plus, mais alors ils se sont trouvés dans des ambiances de merde et ils sont venus. Okay. Et alors ça, après, c'est génial parce qu'après, t'es tranquille. Ouais. Parce que les gens comprennent que il n'y a pas que la rémunération dans la vie, notamment Airbus ici, qui embauche tout le temps, et qui paye très bien, et avec 13e mois, machin truc, etc. Mais Airbus, les mecs qui y allaient... Parce que dans ton cas, ils revenaient. Et c'est Airbus, et puis il y a eu un autre cas, c'était pourtant une boîte, une star, c'est Manitou. Manitou qui était de l'autre côté de la rue, et là aussi, un gars qui est parti chez Manitou, et il est vite revenu.
Comme Manitou, il s'est trouvé le numéro XYZ dans un système énorme et il a complètement regretté la bonne ambiance familiale de la boîte. Moi, je pense qu'il y a aussi cette question de... On connaît pas forcément tous les critères de choix, les siens, hein, je veux dire. Ce qui est difficile dans une carrière aussi, c'est que parfois on découvre à ses dépens ce à quoi on est sensible du fait de l'expérience. Donc peut-être que ces personnes-là, finalement, elles étaient adaptées à une organisation d'une certaine taille, avec un certain type de décision, etc. Je crois surtout qu'ils comprenaient qu'ils étaient bons dans leur boulot, et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand on est bon dans son boulot, on est content. Même si on n'est pas très bien payé, parce qu'on est reconnu par les autres, parce que voilà. Il y a tout un contexte de se sentir bien. Ouais, bien sûr. De se sentir bien. On a plus de satisfaction à être payé 100, mais être bon dans son boulot et reconnu par toute la boîte, que être payé 120 et puis se trouver numéro dans un gros truc où on côtoie personne, il n'y a pas d'ambiance sur AD. J'ai une autre question que j'aime bien poser à mes invités. J'aime bien qu'on me parle d'une personne ou d'une organisation, enfin en tout cas ou d'une équipe qui t'a inspiré pendant ta carrière. Ah, une personne spécifiquement, non. Mais il y a eu beaucoup de personnes où je me suis dit, bien sûr, il est vachement bon. Notamment au niveau commercial. Moi, je me suis trouvé à faire du commercial complètement par hasard, parce que j'étais patron et il n'y avait pas vraiment de patron commercial. Donc, j'ai découvert ça un peu par hasard. Mais après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment très, très bons. Et là aussi, avec un contact. Et je suis très content parce que mon fils, qui est dans une carrière commerciale, est excellent, justement parce qu'il a un contact extraordinaire. Il s'intéresse à énormément de choses, beaucoup de sports différents, aussi bien la course au large que la moto, ou l'automobile, ou le ski. Enfin, le foot, il est un passionné de foot. Donc, à partir du moment où on a des sujets de conversation communs avec les clients, tout de suite, la glace fond et il y a une relation. Et les gens sont prêts à vous payer 5% ou 10% de plus parce qu'on a passé un bon moment avec eux, on les a invités au restaurant. À Saint-Malo, c'était un outil extraordinaire, la boîte à Saint-Malo, parce que les gens traversaient l'Europe pour venir nous voir, sachant qu'on allait les recevoir dans un restaurant tip-top face à la mer et qu'ils allaient bouffer des langoustes à mourir. Donc, le prix, finalement, n'a pas tant d'importance que ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que parfois, quand on entend ça, on peut se dire « Ouais, en fait, t'achètes un peu les gens. » C'est pas ce que je pense. Moi, je pense que, en gros, quand tu fais ça, et que c'est sincère, et que t'es quitté, en fait, c'est la base de la relation commerciale et de la relation dans la durée, en fait. Donc, ça veut dire que je préfère payer 5% de plus à cette personne, mais cette personne, je sais que dans la durée, ça va bien se passer, quand ça va être compliqué, on va pouvoir se parler, etc. Donc, en fait, c'est un proxy, si tu veux, que tu es prêt à payer 5% de plus. Et donc, finalement, c'est un très bon pari des deux parties de profiter de ce moment, on va dire, de convivialité pour construire l'avenir. Voilà. Donc, c'est plutôt cette lecture-là. Il y a ça, et il y a aussi l'autre leçon de In Search of Excellence. Quand on a merdé, il faut être très, très présent auprès du client pour lui expliquer en quoi on a merdé, en quoi on va solutionner son problème, etc. Et là, il est prêt à payer 5 ou 10% de plus parce qu'il sait qu'on ne le laissera pas tomber s'il est dans la merde. Et que s'il a sous-estimé ses besoins et que malgré tout, on fait travailler les gens comme des malades pour respecter ses besoins et solutionner ses besoins, il est prêt. J'ai eu très, très peur à Saint-Malo parce qu'il y a eu... peu de temps après que j'arrive, il y a eu un gros réalignement monétaire et nos gros concurrents, c'était des Italiens. Les Italiens dans l'accessoire automobile, ils sont très forts. Et ils se sont attrapés un bonus de 30%. Donc là, j'ai appelé le patriarche qui m'avait embauché parce que j'ai fait mon service comme deuxième classe. Je lui ai dit, on est dans la merde. Et il m'a dit, ouais, mais vous allez trouver des solutions ravives. Et en fait, on n'a pratiquement pas perdu de clients. Parce que, bon, nos produits étaient un petit poil mieux, résistance à la corrosion, emballage, tout ça, c'était un petit peu plus valorisé. Mais on s'est quand même pris 30% dans la gueule et les clients sont restés. Ouais, c'est fou. Les clients sont restés. Incroyable. Incroyable. En fait, ça vous a permis de mettre un chiffre derrière la valeur de la relation. Ouais. Et la relation, ça vaut très, très cher. Ouais. Mais il n'y a pas que le prix. Il n'y a pas que le prix. Si vous laissez jamais tomber les clients, si vous respectez vos délais, si quand vous avez un délai qui merde, vous prévenez, vous lui dites, voilà, je vais pas respecter le délai, mais dans 15 jours, promis, vous l'avez, et puis 15 jours, vous l'avez, il l'a effectivement, etc. Si vous tenez vos engagements, la confiance s'établit, et ça vaut de l'or. Ouais, parce que c'est
c'est un peu le prix d'une certaine manière, même si bon, tout n'est pas arithmétique et tout ne peut pas être mesuré, mais je veux dire, si à un moment donné, eux, ils sont dans la merde et que, en fait, t'es là, bah là, c'est de l'argent que potentiellement ils auraient dû débourser, qu'ils n'ont pas déboursé. Donc, en fait, l'un dans l'autre, C'est payant. voilà, ça marche. en fait. C'est rationnel. Voilà. Ça a l'air irrationnel de payer plus cher, mais Ouais. c'est rationnel. Mm. C'est rationnel. Non, mais c'est un super message. Je pense Ouais. que pour Ouais. tous ceux qui. Ah, je crois que, encore une fois, c'est une search of excellence, hein, le fait Mais c'est incarné là. Tu le racontes par rapport à ta vie. de gérer les merdes, parce que des merdes, on en a dans la vie industrielle, on en a Mm. plein. Un proto, ça marche jamais. Ça marche jamais. Le proto, il faut je ne sais combien de semaines, de mois, etc., avant qu'on atteigne. Et en plus, ça coûte une fortune à fabriquer. Donc, il faut le vendre. Parce que si on ne vend pas les protos, ça fait une perte terrible. Mais en même temps, il faut que le client il ait confiance en vous, qu'il sait que c'est le proto, mais il sait qu'il va avoir le technicien C'est que la boucle d'itération va être rapide et qu'on va atteindre Voilà. le truc en prod qui marche. petit Quoi. à petit. Voilà. Et j'avais un client à Bordeaux, là, à qui j'ai acheté ma moto. Et une merveille, c'est assez marrant, ça m'a d'être raconté. J'ai toujours aimé les motos. Et quand j'étais au Mans, j'avais acheté une 6 cylindres Honda CBX, une merveille absolue. Bon, Il y a des étoiles dans les yeux de Jean-Marie. Hein. J'ai fait le voice-over. j'arrive à Saint-Malo, le climat de Saint-Malo, pas terrible pour la moto, donc je bazar de la moto. Chaque fois que je voyais une moto, merde. Bon, ça a duré 10 ans. Et puis quand j'ai quitté Saint-Malo, je me suis dit, il faut quand même que j'envisage de me racheter une moto. Et puis je vais chez ce client à Bordeaux. Sur son bureau, il y avait une photo de cette moto-là. La 6 cylindres Honda, 6 cylindres en ligne, CBX, c'est une merveille absolue. Je lui dis, vous avez cette moto-là? Oui. Et je vous la vendrai pas. Ah, c'est dommage, parce que moi, je veux bien vous la racheter. Puis chaque fois que j'allais le voir, c'était le client qui m'achetait justement mes protos. Ok. Et j'allais le voir souvent parce qu'on pouvait développer des nouveaux produits grâce à lui. Ça marchait très bien. Il avait confiance en nous. Et puis, non, je l'avance toujours pas. Puis un jour, il m'appelle, il me dit, ça vous intéresse toujours la CVX? J'ai pas mis longtemps à aller la chercher. Et là, elle est dans mon genre. Excellent. 20 ans après, j'ai toujours. Donc, il y avait une relation de confiance Bon, on avec ne sait pas lui. ce que ça ouvre. Et il m'a renvoyé, voilà. Alors évidemment, le fait qu'il savait que j'aimais bien la CBX et que lui aimait bien, voilà. Oui, c'est un moyen pragmatique aussi. Ouais. Ouais. Et il payait ses machines peut-être un peu plus cher, mais par contre, il savait qu'il avait le service, et il savait, puis il y avait le relationnel, quoi. Enfin, Non, mais c'est. le commercial, et là, mon fils est très très bon, c'est justement ce côté relationnel, trouver des points communs avec les gens, des passions communes, etc. Et là, mon fils est très très bon parce que il s'intéresse à tellement de choses qu'il trouve toujours des. Mais encore une fois, je pense que c'est cette question de la subtilité entre créer ce moment-là, en fait, le moment est authentique, mais la réflexion pour le créer, il y a un peu de. Il y a un petit côté superficiel quand même dans la préparation parce qu'on va aller se dire, bah tiens, lui, il aime bien le foot, moi, j'aime bien le foot, on va parler de foot. On va parler de foot parce que l'intention, c'est de passer un bon moment. Mais ça marche que si on passe un bon moment. C'est-à-dire que si c'est juste provoqué pour faire semblant, pour créer le bon moment, là, ça marche pas. Ouais. C'est-à-dire, Je crois qu'il faut avoir l'instinct. Ouais, il y a une phase quand même. Il faut trouver j'ai créé comme ça une relation très très forte avec une chaîne de clients. C'était des toits ouvrants accessoires qui étaient montés dans les centres toits. À l'époque, c'était une activité qui était très très forte. Et comme on était à Saint-Malo, les mecs, ils étaient tous passionnés de voile. J'ai organisé pour eux un aller-retour Saint-Malo-Île-Chauzet sur un catamaran de course. 5 ans après, ils m'en parlaient encore. Ouais. Ça m'a rien coûté, quoi. Par rapport au chiffre d'affaires du truc, c'était une journée de mer, c'était rien du tout, quoi. Rien du tout. Et le client polonais, là aussi, était aussi passionné de voile. Et lui, j'ai organisé sur Penduc 3. Et tout de suite, quand je lui ai dit Penduc 3, les petits diamants se sont allumés dans ses yeux. Et là aussi, un aller-retour Penduc 3. Mais encore une fois, tu leur as fait ça, mais parce que tu sais que ça leur faisait plaisir. Voilà, j'avais compris que. Voilà. Et il s'avère qu'en plus, toi aussi, c'est un vrai truc qui s'était partagé. C'est vibré. C'était partagé. J'ai emmené des clients brésiliens 24 heures du Mans. Mais c'est ça, mais en fait, je pense qu'on tourne autour du truc. C'est vraiment le truc qui est viscéral chez les deux parties. Et il faut provoquer ce moment-là parce que c'est l'instinct qui permet de provoquer. Ah bah c'est super. Moi, je pense qu'il faut le faire de plus en plus. Tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à créer ça autour de vous. Ça va rendre des gens heureux et créer des relations durables. Oui, et encore une fois, le prix n'a
plus tellement d'importance. Une fois qu'on a créé ce lien, cette confiance, le prix n'a plus tellement d'importance. Ouais, c'est top. Et c'est pas de la corruption. Non, parce qu'encore une fois, Alors que je me suis fait bouler d'un très gros marché, et c'est mon principal concurrent quand j'étais à Saint-Malo, principal concurrent suédois. Et ça, je lui en voudrais toujours, parce que ça a un petit peu cassé les perspectives de développement de la boîte. C'était avec Noroto. Maintenant, on peut en parler parce qu'il y a prescription, mais on leur proposait depuis très longtemps des produits à marque Noroto. Depuis très longtemps, on était capable de faire une personnalisation des emballages. Oui, en marque blanche. Oui. Marque blanche. Et non, ça ne nous intéresse pas, ça. Puis à un moment, le truc se débloque. Ça faisait longtemps qu'on était prêts, on avait développé les emballages, etc. On n'a pas le marché. Et assez vite, j'ai vu que la relation avec mon acheteur est devenue un peu étrange. Et il roulait dans des petites bagnoles, il roulait dans des 304, des trucs comme ça. Puis d'un seul coup, il s'est mis à avoir une BM. Et en fait, j'ai su qu'il y avait eu Bakshish de la part du Suédois. Il a fini par se faire virer, le mec. Mais moi, j'avais perdu le marché et je l'ai jamais récupéré. C'est pas parce qu'ils ont viré le mec qu'ils ont repassé le marché. Ouais, c'était presque, en fait, ils savaient que ça allait de toute façon être... C'était perdu. Ouais. On a perdu. Et c'était un marché énorme. C'était un marché énorme. Les produits propres Noroto, pour nous, c'était 20% de chiffre d'affaires en plus. C'était fabuleux. Et là, ça a été dur à vivre. Dur à vivre. Parce qu'on avait vu qu'ils en avaient besoin. On leur avait proposé. Et au dernier moment, ils achètent un truc plus cher, moins bien. Et le mec change de train de vie. Tu disais, en fait, après, le gars se fait virer, mais ça change pas. C'est quoi, là, avec le recul, ton hypothèse sur pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à retourner le truc quand même? Ah bah, une fois que le marché est passé, c'est fini. Non. Il y a une autre fenêtre de tir, j'imagine. Non. Enfin, non. Non, les produits propres, quand on est rentré, on sort plus. Ah ouais. Enfin, sauf si on fait... catastrophe industrielle. Catastrophe industrielle. Okay. Mais non, si ce qu'on fait tient la route, on reste. Ok. Ouais, ok. Parfois, on se prend des... Ah ouais, là, j'ai pris décollé. J'ai pris un coup terrible, là. J'ai pas envie qu'on termine là-dessus. Ouais. C'est pas forcément... Ah non, mais il n'y a pas toujours que des opportunités positives dans la vie. Hein, c'est vrai. On se prend des claques qu'on n'a pas méritées. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est aussi un message... c'est un message... D'ailleurs, peut-être que ça me pousse peut-être à une dernière question. Je pense à ça, parce que claque qu'on n'a pas mérité, je pense à ce moment où en fait tu diriges une boîte et en fait tu dois partir parce que c'est pas toi qui a... Enfin, il y a eu un problème et en fait, dont t'es pas responsable. Comment en fait justement on vit ce type de moment où en gros on doit porter sa responsabilité, on y est pour rien. Comment on gère ça? Parce qu'en fait à un moment donné, bon, tu dois partir, c'est dur. Comment est-ce qu'on gère ça? C'est une bonne question. Et c'est effectivement un vrai problème. Un vrai problème parce que ça faisait 10 ans que j'étais dans la boîte. Je m'étais super attaché à toute l'équipe. Je m'étais super attaché aux fournisseurs, aux clients, etc. Et d'un seul coup, il a fallu couper ça. Et très dur. Très dur. Rebondir après un truc comme ça. Parce qu'on s'investit énormément quand on est patron d'une boîte. Surtout avec la manière que j'ai de gouverner avec les oreilles. On s'investit énormément et d'un seul coup, tout s'effondre, quoi. On veut plus personne. Enfin, au niveau business. Ah oui, non. Alors là, la solution que j'ai trouvée, c'est un conseil que m'avait donné un copain à qui était arrivé la même chose. Je suis parti faire un voyage. Voilà, pour changer un peu les idées. Et puis après, j'ai redémarré. Tu t'es reprogrammé. Voilà. Et puis en même temps, c'est là que j'ai changé aussi ma vie personnelle. J'ai trouvé ma nouvelle femme. Puis j'ai fini par trouver la boîte. Et puis c'est là que je suis venu à Nantes, etc. Donc là, on a remis tous les compteurs à zéro. J'ai commencé une deuxième vie, en fait. J'ai eu 2 vies. Là, je suis dans ma deuxième vie. Là. Écoute, t'as l'air en tout cas très épanoui. Ouais, non, mais j'ai eu beaucoup de chance. Dans cette deuxième vie. J'ai eu beaucoup de chance. Et c'est vrai que ma nouvelle femme, avec cette fille-là qu'on a eu ensemble, qui est merveilleuse, et voilà, et puis on n'est pas malheureux ici. Hein, bon, c'est sûr que quand je compare avec des camarades centraliens, je suis pas du tout dans le top en termes de réussite matérielle. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on retient. Par contre, je pense que j'ai quand même vécu plus sereinement qu'une grosse majorité d'eux. Déjà, le fait de ne pas avoir de structure politique autour, le fait d'être son propre patron, ça c'est quand même un avantage énorme.
Parce que si on doit rendre des comptes à des hiérarchies, reporting, machin, truc, etc. Et ça, j'avais tiré ça de l'expérience de mon père, hein, qui lui était excellent dans son domaine, mais par contre, il supportait pas tous les systèmes de reporting du groupe Total. Là, c'était invivable. Mais c'est parce que c'est vraiment en partie pas le même job. C'est ça qui se passe, en Oui. fait. C'est que, Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'était pas fait pour être patron d'une entreprise. Et inversement, d'ailleurs, certains, à mon micro ici, l'ont déjà dit, qui sont dans des grosses entités comme ça, qui ont beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs comme toi, parce qu'ils se disent, mais en fait, moi, ça, je pourrais pas. En fait, Alors, tu vois souvent, quand je cherchais à vendre l'entreprise, j'en ai rencontré pas mal, et le type qui organisait, qui m'a aidé pour la session de l'entreprise, qui était très bon d'ailleurs, il faut avoir recours à un spécialiste pour... deuxième message sur les sessions et les repreneurs. Et aussi bien pour s'aider que pour reprendre. Il faut trouver le bon spécialiste. Dans les candidats qu'on avait, il y avait beaucoup de gens qui venaient de grands groupes. Ils avaient du pognon, ils avaient l'ambition, mais ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, je me suis dit, ça va pas le faire. Il faut savoir tout faire dans une boîte. Faut aller chercher le courrier à la poste, faut faire la relation avec les banquiers, faut faire la relation avec les fournisseurs. Je parle pas des clients, ça c'est évident, et ça ils savent faire en général. Mais faut savoir tout faire. Ressources humaines, contrôle de gestion. J'avais la dernière boîte à laquelle j'ai passé 18 ans quand même. J'avais une comptable qui était excellente, mais quand elle me faisait des tableaux de bord, il y avait toujours des fautes. Et elle était écœurée parce que je lui trouvais les fautes en 3/10 de seconde. Je disais, ça, vérifiez ce chiffre-là, il n'est pas bon. Et comment vous savez? Vérifiez, vous allez voir. Comment vous savez? La réponse, ça peut être parce que j'ai fait beaucoup de contrôle de gestion, voilà. que j'ai de l'expérience en fait. J'ai tous les chiffres en tête et que voilà. Mais ça là-dessus, sur les chiffres, je vais peut-être manquer de modestie, mais j'ai toujours eu une mémoire extraordinaire des chiffres, des ordres de grandeur, la dynamique des chiffres dans un compte de résultats, etc. Et c'est pour ça que me mettait un chiffre, j'ai dit non, ça c'est pas bon. Et ça, j'y peux rien, j'ai ça depuis tout petit. Mais en fait, c'est drôle, je me permets de rebondir, parce que c'est très très drôle, parce qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre qui m'a été recommandé par un autre invité sur les grands épopées. Le livre, donc l'écrivain, c'est Stéphane Diotre, et le livre, c'est « Et maintenant, que vais-je faire ?» Et il y a une idée qui développe justement là-dessus, qui est, en fait, quand on a conscience de ses talents, de ce qu'on sait faire, en fait, c'est pas de l'immodestie de le dire et de le partager, parce que, en fait, c'est ça qui fait qu'on fonctionne bien, et c'est aussi ça qui fait que les autres sont au courant de qu'est-ce qu'on sait bien faire, et donc, finalement, en termes d'organisation sociale, dans une quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est vertueux pour tout le monde. Oui. En fait. Et du coup, faut presque chasser cette idée de se dire, c'est de la vanité. Non, il faut faire ce travail-là, et si on le fait pas, en fait, on passe à côté de quelque chose pour soi et pour les autres. Et je trouve que cette idée est hyper puissante. Donc voilà, je me permets de la tirer. Ça. Quand on a un talent, mais en plus, j'y suis pour rien. Tout petit, déjà, j'avais le sens des chiffres. J'y peux rien. Ils en parlent d'ailleurs, ils parlent de certaines compétences innées. Voilà. J'ai un cousin germain qui est un peu dans le même style, on est quasiment jumeaux, et lui, son talent, c'est il se rappelle des numéros de téléphone, des plaques d'immatriculation, mais des années après. Ah oui, ton père, il avait une Dauphine qui était immatriculée, Putain, c'est son truc. Comment il fait? Mais surdoué total, c'est ça, sur un domaine totalement inutile. Ouais, mais peut-être qu'il peut avoir des champs d'application de niche, faut juste les identifier. Ouais, carrément. Non, mais je trouve que c'est un bon message. Mais cela dit, j'ai eu beaucoup de chance parce que le premier poste que j'ai eu chez Renault au contrôle de gestion, ça m'a donné le sens des prix de revient, le sens des budgets, et ça, on l'apprend pas à l'école, ni à Centrale, ni à Sciences Po. Et là, la formation que j'ai eue, la direction du contrôle de gestion chez Renault, ça a été ultra précieux. Ultra précieux, ça m'a servi, mais toute ma vie. Ouais, ça, c'est effectivement, il y a des compétences qui sont à la base du T, le fameux modèle en T. Celle-ci, elle en fait partie, en fait. C'est la base. Tu comprends en fait le sens du mécanisme qui est une entreprise. Tu comprends en fait les circuits, tu comprends où est-ce qu'il faut mettre un peu plus de sang, où est-ce qu'il faut en mettre un peu moins. Enfin, en fait, c'est... Et ça vient dans le premier boulot. Il faut avoir la chance au niveau du premier boulot pour comprendre comment fonctionne une boîte. Enfin, premier stage et premier boulot.
Là, Sullivan Ventec, j'ai déjà compris pas mal de choses. Et puis après, Renault, les 4 années au siège, là, ça a été ultra précieux. Ultra précieux. En tout cas, c'est top enfin, j'essaie de reboucler là avec tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Cette intention initiale, cette volonté finalement d'être un dirigeant d'entreprise dans l'industrie, enfin en tout cas d'être aux commandes sur l'industrie. Comment est-ce que tu as réussi finalement, là on le voit, à naviguer et à aller prendre... En fait, ce que je trouve vraiment inspirant, c'est que tu t'es pas dit, il y a les bons, il y a les mauvais. Tu t'es dit, il y a des choses à prendre et je vais aller là où en fait j'ai des choses à prendre. Et puis après, parfois, quand ça fonctionne pas, bon, bah, là, on passe à autre chose. Parfois, d'ailleurs, tu maîtrisais pas forcément ton destin. Et c'est, je trouve, assez beau de voir que même avec tout ce qui se passe, des coups de chance et des galères, bah, tu as fini par arriver là où en tout cas, ce que tu projetais. Enfin, voilà, je sais pas si c'est... Je raisonne souvent en termes de boîte à outils. Ouais. Central, ça te donne un certain nombre d'outils qui sont très puissants pour l'analyse. Sciences Po, ça te donne plein d'outils qui sont très très bons pour la synthèse. Mais par contre, ça suffit pas. Et tout ce qui est relations humaines, gestion, comptabilité, dynamique des prix de revient, dynamique des coûts, etc., ça, tu l'apprends sur le tas. Et ça, faut avoir de la chance parce qu'il faut tomber sur des boîtes où tu apprends ça. Et si tu commences ta carrière dans des boîtes où tu es spécialisé sur un micro-truc, je prends l'exemple, enfin, je veux pas dire de mal parce que c'est des gens qui sont très heureux, mais chez Airbus, le type qui passe son temps à travailler pendant des années et des années sur le gouvernail de profondeur du modèle d'avion qui va sortir dans 10 ans, à la fin, ils n'auront pas une trousse à outils très remplie, quoi. Oui, mais encore une fois, ça dépend. Je pense que c'est dommage pour ceux qui se sont perdus là-dedans, mais ceux que ça nourrit, en fait, fine. Je veux dire, si c'est son talent, si c'est ce qui le nourrit, si ce qui fait qu'il est heureux, bon, bah, très bien. Mais ce message-là, moi, en tout cas, je me permets de réagir. Pour moi, c'est hyper important de le dire quand on est sur cette notion un peu de désalignement, quand on sent qu'en fait, on n'est pas tout à fait là où on est censé être. Là, il faut effectivement revenir aux fondamentaux, se dire, enfin voilà, à un moment donné, il faut que je développe ma boîte à outils, parce que visiblement, les outils que j'ai là ne me permettent pas d'être dans le contexte dans lequel moi, je vais me sentir bien, quoi. C'est pour ça que je te dis ça suite à ce que tu me disais sur la reprise. Faut être sûr qu'on a tous les outils dans la boîte, quoi. Et ça, justement, quand j'ai rencontré des candidats à la reprise, les gens qui venaient de grands groupes et qui avaient fait... ça fait là. Et souvent, ils ont des grands trous dans la raquette. Et là, ça va pas le faire. Même s'ils ont des trucs où ils ont parfaitement réussi et tout ça. Et c'est arrivé de leur dire ça, les yeux dans les yeux Non. Pourquoi? Non, par contre, j'en discutais avec le gars qui organisait la session. Ouais. Je lui disais, lui, ça va pas. Il était d'accord avec moi. Hein. Ok. C'était un très très bon, là aussi. Hein. Ouais. Espérons qu'il leur a fait passer le message. Qui m'avait été conseillé par mon comptable. Et là aussi, même comptable depuis la reprise, depuis 2001. Et aujourd'hui, il s'occupe de ma petite holding perso. Faut pas changer de gens. Quand on a des gens avec qui on a confiance, faut rester... Même si je sais que je paye sans doute 20 ou 30% trop cher. En fait, c'est pas trop cher. C'est plus cher. C'est plus cher. Pas trop cher. Mais il y a une complicité. Ils connaissaient tous les gens de la boîte par leur nom. Ah non, mais c'est... On gagne un temps fou, en fait. On gagne un temps fou. Et puis la qualité du travail. Hein. Là, il y a pas d'erreur. Hein. Très clair. C'est fiable. Bah écoute, un grand merci, Jean-Marie, pour cette discussion. Non. J'ai encore un autre bouquin à te recommander. On n'en a jamais parlé. Vas-y, je t'en prie. C'est The Goal. Ah bah oui. Non mais oui, tu connais. Mais je t'en ai parlé. Mais j'en ai parlé en français. J'ai dit le but. Ah, le but. C'est pas. Non, mais pas. Oui, c'est exceptionnel. Tu peux en dire 2 mots pour les auditeurs parce que je pense que... Alors le but, c'est l'histoire d'une entreprise qui marche pas bien du tout, qui respecte pas ses délais, etc. Et puis arrive un gars, mais je pense que c'est une histoire vraie où ça s'inspire de phénomènes vrais, qui essaye d'analyser pourquoi ça marche pas bien, etc. Et puis qui, justement, en associant les gens à tous les niveaux et d'une manière très horizontale, pas verticale du tout. Et ça aussi, je suis convaincu que la verticalité, ça marche pas seulement en politique, hein, mais aussi en entreprise, finit par trouver des solutions à tous les goulets d'étranglement, etc. et arrive à améliorer d'une manière radicale le fonctionnement de sa boîte. Et je suis persuadé que c'est une histoire vraie et
Moi, j'ai mis en pratique plusieurs fois. The Goal, ça marche très, très bien. Oui, puis on voit bien aussi comment est-ce que ça a une influence aussi sur son ressenti personnel, comment est-ce qu'il rentre chez lui. Enfin, c'est extrêmement bien écrit. C'est très bien. Et c'est facile à lire pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire des livres business. Très nettement, enfin, moi, quand je l'avais lu, je travaille pas dans l'industrie. Je me suis dit, enfin, on m'a regardé, on m'a dit, qu'est-ce que tu vas lire sur un directeur d'usine. Et en fait, on est pris dans l'histoire. Ouais, parce qu'en plus, il y a un certain suspense. Ouais, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment bien écrit. Ouais. Et puis ensuite, c'est aussi, moi, je crois beaucoup à cette idée de beaucoup de choses qui sont contre-intuitives. Et en fait, elles sont débunkées. Enfin, plein d'idées qu'on se dit, ben, ça marchera jamais. Et hop, il y a le petit twist qui fait qu'on se dit, ah ben, peut-être que c'est intéressant. Creuser ça. Faut creuser. Et réfléchir un peu de manière contre-intuitive. Enfin, en tout cas, aller chercher l'attention sur des choses qui sont contraires à nos modèles mentaux. C'est une idée, je trouve, assez riche. Voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps de prendre ce livre aussi. Parce que c'est le troisième bouquin qui, si on prend les trois et qu'on les met en pratique, à mon avis, on peut pas trop se tromper. Ouais. Ah, c'est vrai. Bah, d'ailleurs, on est dans les livres. Je vais en rajouter un quatrième parce que je sais pas si tu l'as déjà lu, Getting Naked. Ça te parle ou pas? Non. C'est un livre plus court, mais avec la même mécanique. En fait, c'est une histoire qui est romancée, qui raconte justement un cabinet de conseil, un tout petit, qui se fait racheter par un gros. Et en fait, le petit est très performant. Le gros comprend pas pourquoi est-ce que le petit sur ce marché-là est très performant. Et donc, en fait, on suit l'histoire du type qui est mandaté par le gros pour intégrer ce petit-là et qui arrive avec ses modèles mentaux de gros pour essayer de proposer ces trucs, alors qu'en fait... Et en fait, il se rend compte que voilà, une des idées clés de Getting Naked, c'est vraiment se mettre à nu. Se mettre à nu, d'accord. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a une idée clé, c'est pour ça que j'en parle là, qui est vraiment la capacité à dire les choses. En fait, arriver par exemple dans une réunion, quand je suis dans une posture de consultant, on dit le consultant en fait il doit tout savoir, il peut pas poser des questions, enfin à un moment donné il faut pas perdre la face quoi. Et là lui ce qu'ils font c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que ils vont, quand il y a une question qui les tracasse, même si elle a l'air débile, parce que c'est ça le terme, c'est dumb questions, dumb questions, il dit il faut la poser. Parce que ce qui se passe parfois c'est que tout le monde et autour de la table, personne ne se les poser parce que tout le monde est expert. Et tu appuies sur un bouton et en fait là, par magie, tu ouvres une porte basique mais qui n'a jamais été ouverte. Et ça te permet aussi de les aider. Et la deuxième idée clé aussi qui est intéressante dans cette posture-là, je trouve, de bienveillance, t'en parlais tout à l'heure, c'est quand j'accompagne un client, je ne suis pas en train de lui vendre ma propale, je le conseille avant... Enfin, day one, en fait, dès que je parle avec lui, je suis direct en train de lui dire les choses, même les choses qu'il n'a pas envie d'entendre, et s'il est prêt à travailler avec moi, alors que je suis en train de lui dire des choses parfois qu'il n'a pas envie d'entendre, il a vu la valeur de mon taf, et on va travailler ensemble, et on va travailler ensemble dans la durée. Et avec des prix qui sont peut-être 2 ou 3 fois plus que ce que les autres ont l'habitude de payer. Bravo! Vous venez d'écouter la suite et fin de mon échange avec Jean-Marie Ravier. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les grandes épopées, vous pouvez partager cet épisode à une ou plusieurs personnes autour de vous. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Et si vous pensez à une personne de votre entourage qu'il faut absolument que j'accueille à ce micro, écrivez-moi sur LinkedIn ou par email sur jafar@lesgrandesépopées.fr.